tous! Alors, on se retrouve après un certain moment, il me semble, depuis la dernière vidéo. Bon, je vais arrêter de trouver des excuses à chaque fois. Cette fois-ci, c'est parce que je vous en avais filmé une, sauf que j'arrivais pas à supporter ma tête sur cette vidéo en question. Donc, j'ai laissé tomber, c'était censé être un update lecture. Malheureusement, ce sera pas pour aujourd'hui. Je vais repousser ça à plus tard. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt avec un big book haul, enfin big. Justement, j'essaye de le restreindre, tout simplement parce qu'il devait se composer de mes cadeaux de Noël, sauf que là, on va arriver au mois d'avril. On sera peut-être au mois d'avril d'ailleurs au moment où je posterai cette vidéo, donc il est temps d'arrêter d'abuser. J'ai donc décidé que par la même occasion, j'allais vous incorporer à ce haul certains de mes derniers achats. En espérant que vous serez satisfait de cette vidéo, on commence. Let's go! Alors, on va débuter avec un livre qui, je pense, a été le cadeau de nombreuses personnes. Le serpent et le descendant de la nuit, le tome 1 de la série Les couronnes de Nyaxia, écrit par Carissa Broadbent et publié chez les éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je l'ai eu en version reliée, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de personnes qui recherchaient désespérément cette version parce qu'elle est en rupture partout. Sachez que vous pouvez encore patienter un peu parce qu'apparemment c'est revendu à des prix exorbitants sur Vinted. En gros, ce que la ME va faire, c'est que à l'occasion de la sortie du tome 2, il y aura des réimpressions du tome 1. Donc prenez votre mal en patience, ça va venir. Par contre, pour la date, je sais plus s'il va sortir à la fin de l'été ou s'il va sortir à la fin de l'année. Mais voilà, dans plusieurs mois quoi. Alors je ne pense pas dans cette vidéo faire des résumés aussi détaillés que d'habitude. Je dis très souvent ça mais là pour de vrai. Parce qu'il est déjà tard à l'heure où je filme cette vidéo et si je veux que l'image soit potable cette fois-ci, j'ai évité de trop prendre mon temps. Donc pour ce qui est du serpent et du descendant de la nuit, attention, ce n'est pas tout public, c'est pour un public averti. Et de plus, il y a des trigger warnings. Ça nous est présenté comme étant un mélange entre Hunger Games et Le sang et la cendre. Et c'est juste un énorme succès chez les anglophones. Je vous mettrai ici la couverture de la VO d'ailleurs. Et quand on a appris qu'il était traduit, en plus par l'une de mes ME préférées chez Bookmark, eh bien il me le fallait absolument. Donc wishlist de Noël. Alors avant de vous dire de quoi ça parle un petit peu, je vous montre le jaspage qui est comme ceci. Les pages de garde à l'avant ainsi que celles à l'arrière. Et à l'intérieur, vous avez également des illustrations, mais c'est aussi le cas dans la version brochée. J'aime trop les en-têtes. Alors, de ce que je me souviens, puisque j'avais lu les 40 premières pages, dans ce monde, les humains sont dominés par les vampires. Et nous suivons le personnage d'Oraya, qui est une jeune femme humaine, qui a été recueillie par le roi des vampires des descendants de la nuit. Et donc elle a dû se créer une place au milieu d'un monde qui ne l'accepte pas. Quelle est sa seule chance pour devenir autre chose qu'une proie? Participer au fameux tournoi Kejari. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je l'espère. Et donc c'est un tournoi qui est organisé par la déesse de la mort elle-même. Et c'est quelque chose qui est peu commun étant donné que les humains ne participent pas à ce tournoi, c'est un tournoi qui s'organise entre vampires et pour le coup elle va devoir affronter les plus dangereux parmi les 3 maisons vampiriques. Et pour survivre, elle va devoir s'allier à un mystérieux rival, Ren. Et donc bon, vous vous doutez bien que Ren a une certaine réputation qu'il poursuit. C'est d'ailleurs celui qui pourrait être le plus dangereux parmi ses adversaires, sauf que ce qui l'inquiète le plus, c'est cette dangereuse attirance qui semble exister entre eux. En tout cas, qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Bon, très clairement, les thématiques, c'est totalement mon style. J'adore les histoires de vampires. Là, du coup, on est plus dans un contexte... Enfin, en tout cas, ça me faisait un petit peu penser à de l'urban fantasy quand je l'avais commencé. Je ne sais pas ce qu'il en est, hein, et puis je veux pas trop m'avancer. 40 pages, je pense pas que ce soit assez pour me prononcer. Mais j'avais beaucoup aimé le début, donc j'attends qu'on ait des nouvelles pour la suite parce qu'il me semble que c'est une série où il y a plusieurs livres, un petit peu comme pour Le Pont des Tempêtes, dans un même univers, mais que les 2 premiers, c'est comme une sorte de duologie où on suit les mêmes personnages. Il me semble plus que ce soit le cas dans la suite, donc pareil, je ne suis pas totalement sûre, ne vous fiez pas à 100% à ce que je raconte, mais il me donne énormément envie. Et bon, personnellement je préférais la couverture bleue, donc ça c'est censé être la couverture du brochet,
mais il reste très stylé comme ça. Et je trouve que les reliés Lost Kingdom de chez Bookmark sont très confortables à la lecture. Donc je vous en dirai des nouvelles le jour où je l'aurai lu. Ensuite, un autre livre que je pense beaucoup de personnes ont reçu à Noël, sauf que je suis saoulée. Alors, c'est Babel de R.F. Kuang, il me le fallait absolument, je l'avais déjà en anglais chez Illumicrate, mais l'histoire m'a l'air trop complexe de base, rien qu'en français, donc en anglais je vais passer mon tour. De toute façon je le passe à chaque fois, vous me connaissez à force, mais voilà, je l'ai reçu à Noël et il était question d'un coffret collector limité d'après de Saxus, sauf qu'ils ont annoncé la réimpression d'une nouvelle version, alors que ça fait 4 mois qu'il est sorti. Je suis dégoûtée. Peut-être 5 du coup au moment où je posterai la vidéo, mais je préfère largement le jaspage de la version qui va sortir là. Enfin, je vous le montre. En gros, voilà à quoi ressemble le jaspage, mais moi je trouve qu'il est trop flou et apparemment ça bave un peu. Enfin, je suis blasée. J'aurais aimé en fait qu'on soit au courant à l'avance qu'il y aurait une autre version parce que je trouve qu'il y a eu un petit peu un jeu sur les mots par rapport à ce post-là et que du coup on ait le choix parce que forcément j'aurais pas choisi la version avec le coffret, surtout que en dehors de ça, ce qui me dérange c'est que quand vous enlevez la jaquette, déjà je trouve que la couverture est magnifique, mais quand vous enlevez la jaquette, c'est doré en dessous, les pages de garde pas folles, mais c'est doré alors que pour moi la logique, ça serait que ce soit argenté, comme sur le coffret. Donc j'ai pas compris ce choix-là. En plus, c'était très joli, donc ça aurait été génial en argenté. Et je n'ai pas lu l'histoire encore, sauf qu'apparemment, même l'argent, il y a un rapport dans l'histoire. Donc c'est pas très cohérent, j'ai pas compris. Ce que je trouve bien, c'est qu'il y a une inspiration de vraiment plusieurs versions, puisque sur le coffret, c'est la couverture de la VO, donc je trouve ça très sympa, mais vraiment ce que je regrettais c'était l'exécution du jaspage et la couverture avec les dorures dorées. Pour ce qui est de Babel, je sais qu'il est question de traduction, de colonialisme, ça traite du racisme, et du coup c'est vrai que à travers la traduction on va se poser la question de la façon dont les idées sont transmises, et bref, je vais vous faire un résumé. La citation nous dit: un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Notre histoire débute en 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton et ramené à Londres. Il est rebaptisé Robin Swift et passe ses journées à étudier les langues. Tout ça avec l'objectif d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Et c'est là que je vois pourquoi plusieurs personnes ont dit qu'il y aurait eu plus de sens de faire des dorures argentées. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Donc pourquoi le doré? L'esprit de contradiction, je suppose, je ne sais pas. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin constate que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il changer Babel de l'intérieur? Ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le résumé me donne terriblement envie. Je trouve ça plutôt inspirant et je trouve également que ça pousse à la réflexion, en plus dans un contexte de fantasy, même si je suis pas sûre que la magie prime dans cette histoire. Pour moi il est vraiment plus question du rôle de la traduction et faites attention au trigger warning puisque du coup je pense qu'il est question de racisme aussi, j'avais vu passer certaines thématiques. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il me donne très envie, juste dommage. Vraiment dommage pour cette version. Je vous mettrai un screen de la version qui me donnait plus envie, mais bon, maintenant que c'est fait, juste, je m'étais déjà fait la réflexion, mais ça ne sert plus à grand chose de sauter sur les sorties de Saxus, puisque soit il réimprime, soit quelques années après, ou moi, là en l'occurrence c'était vraiment une question de moi, il faut une nouvelle version, donc est-ce que ça a encore vraiment un intérêt? Pas vraiment. Ensuite, là, c'était vers la fin. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne fais pas ça dans l'ordre. J'avais reçu Celui qui noya le monde, écrit par Shelley Parker Chan, qui est le tome 2 de Celle qui devint soleil. C'est donc une duologie, c'est la suite et fin. Et regardez-moi cette beauté, celui-ci il est publié chez Brajlon. Il est super beau. Le 1 était déjà sublime, mais j'adore. Bon, le dos est plutôt simple.
Celui-là, je sais que je vous l'avais montré dans le vlog lecture sous la jaquette. Je vais pas vous faire de résumé puisque c'est un tome 2. Je vous ai pas montré les entêtes de Babel, mais il me semble que c'était plutôt simple. Et là, c'est pareil. Pour Celle qui devint soleil, qui est le tome 1 de Celui qui noya le monde. En gros, on est sur une fantaisie historique, donc plus sur une réécriture comme une uchronie si vous voulez. Et c'est donc une réécriture de la dynastie Ming. Et on va suivre un personnage qui avait été promis au néant lorsqu'elle était petite. Son frère, lui, a la grandeur. Un concours de circonstances a fait qu'elle emprunte maintenant l'identité de son frère et qu'en tant que tel, il s'est promis d'accéder à la grandeur, quitte à ce qu'il y ait quelques sacrifices sur son chemin. C'est une histoire qui est vraiment concentrée sur la politique et sur cette question de grandeur. Un mot que j'aurais dit à de nombreuses reprises, mais vraiment c'est tout l'intérêt de l'histoire. Et on ne suit pas que notre personnage de base, on a aussi le point de vue d'un autre personnage que j'ai trouvé très charismatique. D'un premier abord, on pourrait le qualifier de méchant, mais les personnages de cette histoire sont plus complexes que ça, sont vraiment nuancés, puisque je vous parle d'être prêt à faire certains sacrifices. Eh bien, si on devait interroger la moralité, il y aurait des choses à redire du côté de notre bon personnage. Donc vraiment c'est une histoire, si jamais vous êtes intéressé par un côté historique, si c'est pas le cas, vous risquez de vous ennuyer. Parce que c'est vraiment question de ça, et laissez tomber la magie. La magie, très peu présente, c'est vraiment minime. Ne vous attendez à rien de ce côté-là, c'est pour la politique, pour tout ce qui est complot qu'il faut lire cette histoire. Et aussi vous attendez pas à avoir des dragons. C'est pareil, en tout cas dans le tome 1, il n'était pas question de ça. Le dragon, c'est qu'il y a une symbolique dans l'histoire de la Chine par rapport à la couverture, parce que je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu des déceptions par rapport à ça. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait. Donc ne vous attendez pas à ça non plus, puisque ce n'est pas le cas. En tout cas, c'était une lecture que j'avais vraiment appréciée avec le tome 1. Et donc je suis très contente d'avoir ce tome 2. En plus j'ai trouvé que ça traitait de certains sujets de manière hyper intéressante. Donc voilà. Ensuite, vous savez peut-être que j'aime beaucoup ce que fait Alexiane de Lys. Enfin en tout cas 200 d'écume et de glace fait partie de l'une de mes séries préférées. Et j'ai eu La Sphère qui est un one-shot plutôt science-fiction pour Noël, publié chez Michel Lafon, dans la version collector comme ceci. Donc bon, rien de spécial au niveau des pages de garde. Ah oui, vous avez un jaspage lilas et il y a quelques illustrations à l'intérieur, je vais vous montrer, comme ceci. Cette fois-ci, je vais vous lire le résumé. Dans un monde où les hommes ont été éradiqués de la surface de la Terre par un mystérieux virus, le seul moyen de s'évader est de passer par la sphère. Des simulations permettent de découvrir des époques passées ou futures, mais aussi de rencontrer des hommes. Noria est mannequin et mène une vie de rêve. Quand elle se laisse entraîner par sa meilleure amie dans une simulation proposée par la sphère, elle est bien loin de se douter de l'enfer qui l'attend. Existe-t-il une frontière entre l'imaginaire et le réel ? Je trouve que c'est assez mystérieux. On ne sait pas forcément à quoi s'attendre. De souvenir, il me semble avoir vu sur le post d'Alexiane de Lys qu'elle expliquait qu'il était question d'une enquête, que c'était l'un de ses livres qui avait le moins de romance, donc ça doit être très en arrière-plan. Et donc tout ça dans un contexte de science-fiction, c'est ce que je lis le moins, je crois, dans les genres de l'imaginaire, parce que je suis pas très science-fiction de base, donc pourquoi pas découvrir celui-ci avec une autrice que j'apprécie. Et on verra ce que ça donne, je vous en dirai des nouvelles le jour où je l'aurai lu, c'est un young adulte. Ensuite on fait une pause avec un livre qui n'est pas un cadeau, c'est un cadeau à moi-même en tout cas. Force Wing, le fameux, vous avez dû le voir partout, on entend parler encore et encore, écrit par Rebecca Yarros. Et bizarrement, je ne l'ai toujours pas lu. Ça a donc été publié chez Hugo Roman. Je trouve que notre version est quand même très belle, on peut se le dire. Le jaspage est très beau. Pour moi, ce qui a été le moins travaillé et ce que je trouve pas fou, c'est la couverture sous la jaquette. Je trouve que la qualité est pas top et que bon bah c'est pas hyper incroyable, mais c'est quand même très sympa, hein. C'est juste là je chipote pour chipoter. Est-ce qu'on en parle du verso de la jaquette qui est juste incroyable? Et en plus ils ont fait l'effort de représenter le personnage masculin comme il est censé l'être de base, puisque j'ai eu pas mal de fanart qui le blanchissent. Et par contre, est-ce qu'on peut parler des pages de garde qui sont sublimes? C'est à la hauteur de ce que pourrait faire Fairyloot ou Illumicrate. Vraiment, je suis trop fan. Avec les dorures, les citations en doré également.
Le problème par contre que j'ai vu beaucoup revenir chez ceux qui l'ont déjà lu, c'est qu'apparemment la traduction serait catastrophique. J'ai vu qu'il y avait des sijaurets. Sijaurets. Les si n'aiment pas les raies. Bref, quand même, truc de base. Et pour le coup, au niveau des avis chez les francophones, j'ai vu de tout. J'en ai vu qui ont carrément DNF, qui ont trouvé que c'était une catastrophe, et j'en ai vu d'autres pour qui ça a été un coup de cœur. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais quand je le lirai, il fera partie, je pense, d'une vidéo que vous aviez adoré, enfin adoré. Je dis ça par rapport aux chiffres, je ne sais pas en vrai, mais vous avez beaucoup regardé la vidéo partie 1 sur les livres populaires du BookTok, en gros des réseaux que j'avais lus. Donc je pense que je l'y incorporerai. Je le rajouterai à la partie 2 pour pouvoir diviser les 4 qui me restent parce que je vous ai déjà dit dans mon vlog lecture, les 4 restants de cette liste ne me donnent pas du tout envie. Donc il faut que je puisse couper avec des lectures un peu plus motivantes et comme Force Wing, j'en attends quand même certaines choses. Même si ça m'a refroidi les retours pour l'instant, eh bien ce sera l'idéal pour enchaîner avec ceux qui me donnent pas très envie. Alors en gros, nous allons suivre le personnage de Violette. Et elle n'était pas du tout prédestinée à devenir cavalière à la base. Violette était censée intégrer le cadran des scribes. Alors, je suis sûre que ça ne se prononce pas du tout comme ça, mais cela a son arrivée à l'académie de Basquiat. Puisque oui, les os de Violette sont trop fragiles. Sauf que Violette n'a pas d'autre choix que de se conformer aux ordres de sa mère, une générale, cavalière et dresseuse de dragons. Elle s'inscrit donc pour participer à la sélection des dragonniers, l'élite de la Navarre. Sauf que le simple fait d'y participer lui paraît fou, puisque les dragons ne se lient pas aux humains dits fragiles. Il les brûle. Mais malgré ses problèmes physiques, Violette est rusée et rapide. Des qualités indispensables dans ce monde où vos alliés pourraient se révéler être des ennemis. Et Violette n'a que 2 issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Pour le coup, l'histoire me donne très envie, ça a l'air plutôt bien. J'ai entendu dire que parfois il y avait du langage vulgaire et peut-être certaines incohérences, donc écoutez. Je verrai bien ce que ça donne, ça me dérange pas plus que ça. Ça dépend comment les choses doivent être tournées, si c'est pas amené naturellement, bon... En tout cas, il m'intrigue et je suis plutôt curieuse. Bon, on se retrouve juste après pour vous. Moi, étant donné qu'il n'y a plus du tout de lumière, je vous filme la suite de ce haul plus tard. Me voici de retour, on continue. Alors, celui-ci, c'était un cadeau. Le trône de Jasmin, écrit par Tasha Souris. Alors, celui-ci me faisait vraiment de l'œil en VO. Et bon, on a eu la traduction. Voici à quoi ressemble l'édition dans sa version reliée. C'est donc le premier tome de la série Les Royaumes Ardents. Personnellement, j'adorais la version de la VO, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Et comme les brochets de Hachette Rose sont extrêmement fragiles au niveau des dorures, je trouve que ça s'efface très facilement. Eh bien, j'ai opté pour sa version collector et de toute façon, je suis plus à l'aise avec les versions reliées pour le confort de lecture. Notre histoire se déroule au royaume d'Airania. C'est pareil et je m'excuse à l'avance si jamais je prononce mal certains noms. L'ère des fleurs s'y est achevée par la domination du cruel Parijat. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux, et la sève des arbres se change en sang. Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt, et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse Parijati captive, droguée à la fleur aiguille, et Priya, une servante Airani au pouvoir oublié, crée des liens tissés d'intérêts contradictoires, d'attirances interdites et d'enjeux de pouvoir secret. Des choix difficiles sont à venir qui explorent les méandres de leurs âmes, alors que l'espoir d'une nation se lève. Il me donne terriblement envie. Dans celui-ci, je me souviens qu'il y a une romance FF et je crois que c'est une fantaisie adulte de toute façon dans cette collection-là. J'ai dit Heroes tout à l'heure, je voulais dire le rayon imaginaire. Il me semble que c'est que des histoires adultes. Ça a l'air de parler de politique avec de la magie. Je suis très intriguée. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a également un marque-page ruban. Donc, à voir ce que celui-ci va donner. Je sens que j'ai beaucoup me répéter dans cette vidéo.
Ensuite, je vais vous présenter quelques brochets puisque ces derniers temps, ça se fait plus rare. Je priorise les collectors avec toutes les sorties qu'on a. Donc, j'ai eu des brochets pour Noël. Pour commencer, c'est surtout des suites, hein. J'ai eu Libéré et Envoûté de la série Assoiffée de Tracy Wolf chez PKJ. Et pour vous faire un petit rappel, en gros, le tome 1 c'est Assoiffé. Personnellement, le tome 1, je ne l'ai absolument pas aimé. Mais par curiosité, à cause de la toute fin, j'avais lu le 2, que j'avais lu d'une traite et beaucoup plus apprécié grâce à l'apparition d'un nouveau personnage qui a réussi à trouver un intérêt à mes yeux plus important que les personnages principaux que j'ai trouvé insupportables. Je parle de Grace et de Jackson, vraiment... ils me font souffler ces deux-là. Et en fait, dans la série Assoiffée, ce qui me dérange, l'humour. Je trouve que c'est absolument pas drôle, c'est même un petit peu gênant. Je pense pas forcément être de la bonne génération, mais l'autrice arrive toujours à créer des événements qui attisent ma curiosité et c'est comme ça que je tombe dans le piège. Et donc au lieu de les acheter, puisque je fais partie de ceux qui sont un peu dérangés par le fait que les tomes soient tout le temps coupés en deux, bah je les demande quand il y a un Noël ou un anniversaire. Et donc j'ai eu ces deux-là. Il me semble qu'il en reste encore un ensuite. Je trouve que ça fait trop de livres à caler pour rien. Et en plus, d'après les gens, selon les tomes qui sont coupés, mais j'ai l'impression que ça revient à chaque fois, c'est toujours pas coupé au bon moment. Et du coup, ça a l'air de ne pas faire de sens et de sortir les gens de la lecture. Personnellement, j'ai attendu d'avoir la suite avant de continuer. Et je pense que ça fera plus de sens que de m'arrêter en plein milieu d'un truc qui n'a pas de logique. Pour vous faire un résumé de tête, on suit le personnage de Grace, qui est une jeune fille qui, suite au décès de ses parents, arrive dans un nouveau lycée qui est géré par son oncle, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça, puisque sa cousine, bref, il y a tout un délire, sa cousine est une camarade. Et à un moment donné, elle va finir par se rendre compte qu'en fait, cette école abrite des créatures surnaturelles. Donc, je me souviens qu'il y avait des vampires, des sorcières, des loups-garous, oui, des loups-garous, peut-être même métamorphes, je sais plus comment ils les appellent, des dragons, et c'est déjà pas mal. Et donc il y a tout un mystère autour de l'identité de Grace, de sa nature. Est-ce qu'elle est humaine? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Mais si elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'elle est exactement? Il y a très vite, quand je vous dis très vite, c'est-à-dire qu'au bout de 2 pages, il y a une romance qui se crée avec un personnage mystérieux et qui a l'air un petit peu dangereux tout en étant froid. On sent la grosse inspiration Twilight, hein, je vous le dis vraiment. Bah, il y a une inspiration de plein de choses et il y a pas mal de références à la pop culture. Et comme c'est des références pas forcément de ma génération, enfin si, par exemple, il me semble qu'à un moment, ils regardent The Originals en série. The Originals, moi aussi, je l'ai regardé quand j'étais jeune, donc ça me parle, mais il y a d'autres choses où c'est pas forcément mon style. Enfin bon, je m'égare. Mais en gros, voilà, il y avait certains trucs où je me suis pas retrouvée. Mais comme je vous l'ai dit, en même temps, je suis tellement intriguée par certains trucs, genre là, dans le tome 2, il s'est passé des choses où je me suis dit, mais what the fuck. Donc, par curiosité, je continue, même si j'ai eu des échos qui disaient que bah, la fin est pas... Enfin, plus on avance et moins c'est intriguant. Donc je ne sais pas, écoutez, dans tous les cas, au pire... je laisserai tomber, mais je persiste. Ensuite, on connaît tous Hunger Games, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une utilité à faire un résumé. L'une des dystopies les plus populaires de son ère, ça a lancé plein d'inspirations par la suite. Vous voyez plutôt, je vous ai présenté un livre qui se dit être le mélange de Hunger Games et Du sang et la cendre. Donc Hunger Games, dystopie avec plusieurs districts qui s'affrontent dans une grande compétition qui ne doit garder à la fin qu'un seul gagnant, sauf que les choses vont être plus compliquées que ça pour notre personnage principal, sachant qu'il y a 2 tribus par district et que justement, d'où la complexité de la situation, je ne vais pas en dire plus pour ceux qui ne connaissent pas, mais les films ont été extrêmement populaires et sont vraiment bien faits pour le coup, donc je pense que je m'avance pas trop si jamais je dis les choses, mais je vais quand même en rester là. On est avec une société dominante et donc il va être question de rébellion. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, dont le film est sorti récemment et je préférais le lire avant justement de voir le film. C'est écrit par Suzanne Collins, forcément, et publié chez PKJ. La citation dit « Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. » Et on suit
Coriolanus Snow, qui est la personne âgée, le monsieur qui est à la tête. Je sais pas si mes explications ont du sens pour les connaisseurs, mais celui qui est à la tête du jeu, dans la version que nous on connaît, la trilogie avec Katniss en tant que personnage principal. On le suit du coup durant sa jeunesse et on comprend comment il est devenu le Snow que l'on connaît. Et ça se passe durant la 10e édition des Hunger Games, très tôt vers les débuts de cet affreux jeu. Donc voilà. Et ensuite, je vous les ai présentés plusieurs fois. J'ai donc le 4e et dernier tome d'Inheritance Games. J'ai pas le reste sous les yeux puisque c'est en face de moi dans une autre bibliothèque. On en a déjà parlé. On va suivre une jeune fille qui, je crois, n'a plus de famille, n'a pas de famille. Mais un jour, par surprise, elle est conviée à se rendre dans un énorme manoir qui appartient à un millionnaire ou un milliardaire, je ne sais plus, quelqu'un d'extrêmement riche qui l'avait mis sur son testament. Sauf que elle ne connaît pas cette personne et pour pouvoir accéder à cet héritage, elle va devoir prendre part à tout un truc. Je l'ai pas sous les yeux le résumé comme je vous l'ai dit, mais il me semble qu'il y a un petit peu des énigmes dans cette histoire et que en plus elle va se retrouver avec les petits-fils et qui je pense ne sont pas hyper enthousiastes à cette idée et il va y avoir une espèce de compétition qui va exister entre tous les héritiers. Il me semble, hein, c'est de tête que je vous dis ça. Donc, Inheritance Games fera partie des fameuses vidéos je lis les livres populaires, nanana, parce que c'est un livre qui a été extrêmement recommandé sur les réseaux et j'ai l'impression qu'il est pas mal apprécié. Donc, à voir ce que ça donne. En plus, ça va me changer de ce que je lis d'habitude. Et j'ai eu le 4, comme ça. Je vous l'ai déjà dit précédemment, je les avais au complet avec le tome 3, je crois que c'était pendant le book haul de mon anniversaire. Et bien là encore plus. Donc après je vais vous montrer encore quelques livres que je me suis acheté par moi-même. Je pense pas que je vais en montrer encore beaucoup puisque la vidéo va être longue. Mais normalement, de souvenir, si jamais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, c'est censé être les derniers livres que j'ai reçus pour Noël. J'ai donc reçu, ça a plus de sens que je montre tout ça avec le préquel. Mais j'ai eu la série dans la version collector d'Hunger Games qui ressemble à ceci. C'est également publié chez PKJ. Et en gros, on a eu 3 formats reliés avec un joli jaspage métallique. Et cette fois-ci, les livres sont blancs puisque très souvent ils sont noirs. Donc là, vous avez le tome 1, le tome 2. Ils ont l'air confortables à lire, donc je suis contente. Oui, c'est l'une de mes préoccupations. Et le tome 3. Donc voilà à quoi il ressemble. Et derrière, à chaque fois, on a une citation. Je vais vous les lire. Au vainqueur, la gloire et la fortune. Au perdant, une mort certaine. Que les Hunger Games commencent. Donc ça, c'est pour le tome 1. Il aura suffi d'une étincelle tandis que les flammes se propagent, le Capitole a soif de vengeance. Ça, c'est pour le tome 2. Le combat se prépare, il est trop tard pour reculer, la révolte n'épargnera personne. Ça, c'est pour le tome 3 qui est le dernier. Donc je me suis dit pourquoi pas, comme ça en plus je pourrais les relire parce que j'avais lu le début du 1 à l'époque, sauf que très peu de temps après j'avais regardé les films et j'avais plus envie du coup. Et je me dis, bon bah l'histoire originale ça m'intéresse parce que en plus le personnage de Pita ne me frappait pas. Il m'a pas plus marqué que ça dans les films, voilà. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne dans les livres parce que je sais que ceux qui ont adoré la série, adorent Pita, logique. Donc je veux voir quel est son tempérament dans l'histoire originale. Et bien sûr, je veux voir aussi comment est Katniss. Mais Katniss, je l'aime beaucoup de base. Je n'attends pas de sa part qu'elle fasse ses preuves. Mais je suis curieuse parce qu'en plus j'étais encore au lycée à l'époque où j'avais essayé de lire le 1, je crois que j'étais en seconde, quelque chose comme ça. À voir. On continue avec des livres que je voulais absolument vous montrer puisque c'est une petite fierté de les posséder dans ma collection. Je me suis beaucoup tâtée, je me suis dit est-ce que je les prends, mais si je les prends pas je vais regretter parce que c'était un sacré budget, moi je vous le dis. Hein. Je me suis fait un cadeau là. Et ce n'est autre que la série Le Clan des Bennett, écrit par T.J. Klune et publié chez les éditions Bookmark dans cette sublime édition collector. Regardez-moi cette beauté. Là, vous avez le tome 1. La jaquette est super belle. J'adore les dorures à chaque fois de leur relier. Elle est en effet peau de pêche. Je vous ai déjà dit à quel point j'adorais cet effet. À l'intérieur, les illustrations sont sublimes. Mais regardez-moi comme ils sont beaux. Je sais même pas si je préfère
sans la jaquette ou avec la jaquette, j'adore les deux en fait. Et derrière vous avez une citation: des dangers surgis du passé menacent le clan Bennett. Regardez-moi comme c'est beau. Et en vrai, j'ai pas envie de lire le résumé, je vais pas vous faire de résumé. Ça, j'en ferai un quand je ferai une vidéo sur la série, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Et en gros, le clan des Bennett, c'est une série qui se compose de 4 tomes. On va suivre le clan des Bennett, c'est une histoire de loup-garou avec une romance MM. Et enfin des romances, parce que je pense qu'on en voit plusieurs au vu des pages de garde. Et d'après ce que j'ai compris, on y voit les mêmes personnages au fur et à mesure des livres, on les suit dans l'évolution de leur histoire, mais quand elle démarre, les personnages sont jeunes, en tout cas certains d'entre eux. Vu que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, voilà. Et d'après ce que j'ai compris, c'est l'une des meilleures séries de l'auteur, et de lui j'avais déjà lu Une maison au milieu de la mer Cérulaine que j'avais beaucoup aimé, je trouve que c'est une lecture vraiment doudou. Et là par contre, j'ai vu beaucoup de retours qui disaient que c'était bouleversant, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais il me donne énormément envie. Je crois que c'est de l'urban fantasy. Et bon, au lieu de blablater, il faudrait que je vous montre. On a un marque-page ruban sur chaque tome. À l'intérieur, ça ressemble à ceci. Au niveau des en-têtes, on est là-dessus. On a des illustrations. À la fin également, mais à la fin je crois que c'est des illustrations plus fan art, et on a des planches de BD à chaque tome qui correspond à l'histoire du tome en question, logique, mais du coup je vais éviter de trop les regarder pour pas me spoiler. Et je vais vous montrer les 4. Alors là c'était le tome 1, voici le tome 2. J'avais fait une vidéo sur TikTok, et vraiment cette série, à chaque fois il y a un gros engouement derrière pour cette version collector qui est sublime, mais c'est compréhensible du coup, surtout si on est fan de base, puisque moi là ça va être une découverte. Si vous voulez vous les procurer, eh bien soit vous vous inscrivez à la newsletter des éditions Bookmark, et du coup quand il y a une vente sur la boutique, vous recevez un mail. Vous pouvez aussi les suivre sur leurs réseaux sociaux, ils préviennent dans ces cas-là, et je vous parle de la boutique en ligne, hein. Sinon, eh bien, il faut tenter sa chance lors d'événements, lors de salons. Personnellement, des collecteurs de chez Bookmark, il y en a certaines que j'ai pu avoir en me rendant au pop-up de l'année dernière sur Paris. Il y en a un qui arrive également à la fin du mois d'avril. Je pense qu'on sera peut-être au mois d'avril quand je vous posterai cette vidéo, je ferai en sorte de la poster avant, et donc où vous pourrez rencontrer certains des auteurs et où il y aura des éditions collector. Courant du mois de mars, il y avait une vente précommande à l'occasion du pop-up pour pouvoir les retirer justement. Je ne sais pas s'il y en aura du coup sur place sans qu'on les ait précommandés. Je me dis pourquoi pas. Donc je vous préviens comment on peut se les procurer. Là c'était le tome 2. Exemple d'illustration. Le tome 3. Ainsi que le 4e et dernier tome. Donc voilà pour le clan des Bennett, mais de chez les éditions Bookmark, je m'étais aussi commandé le collector mystère de Kate Daniels. Alors cette fois-ci ça rassemble les tomes 5 et 6, c'est le livre 3, Meurtre magique et Montée magique, écrit par Ilona Andrews. Et regardez-moi la beauté. Vous avez déjà fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur le compte, qui vous montrait mon achat des tomes 1 et 2 lors du pop-up. Et de souvenirs, Kate Daniels. On suit le personnage de Kate Daniels, qui est une jeune femme qui souhaite se venger suite à la mort de son mentor. Tout ça dans un univers, c'est de l'urban fantasy. Il y avait eu une grande vague de magie qui avait supprimé tout ce qui était armes à feu, produits électroniques, et qui, lorsqu'elle a reflué, a créé
des problèmes dont elle doit s'occuper, des problèmes d'ordre magique. Elle est un petit peu une mercenaire de ce genre de choses. C'est un résumé approximatif que je vous fais parce que c'est aussi une série que je n'ai pas encore lue. J'ai eu un problème d'espace donc je ne sais plus ce que je disais, mais du coup voilà. On va suivre le personnage de Kate Daniels qui va se lancer dans certaines missions en tant que mercenaire par rapport à tout ce qui est... J'ai failli regarder le résumé de celui-ci. Dysfonctionnement magique et qui en plus a soif de vengeance et voilà. Du coup, ce qui est bien avec les Kate Daniels, c'est qu'à l'intérieur on a des illustrations. Là vous avez les pages de garde comme ceci. À chaque chapitre, les en-têtes sont différentes. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler parfois. Étant donné que j'adore l'urban fantasy, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que ça risque de bien me plaire à voir. J'ai encore énormément de livres à vous montrer, sauf que je vais vous en montrer encore 2 je pense, et le reste, on verra ça dans une prochaine vidéo avec soit des livres que j'attendais avec impatience, soit des éditions qui, je trouve, sortent de l'ordinaire. On commence avec Porcelaine sous les ruines qui est écrit par Ada Vivalda qui est une autrice française. Je ne sais plus sous quel autre nom de plume elle écrit, mais elle avait écrit, il me semble... Je sais plus par quoi ça commence, un thé ou le thé avec des fantômes. Ou... Le titre ressemblait à ça, je vais vous mettre la couverture ici. Il me semble que c'était quelque chose d'assez poétique. La poésie et moi ça fait 10, donc autant vous dire que c'est pas le genre de livre qui m'intéressait. Mais là chez Olympe, je ne sais plus si c'est un nouveau label ou si c'est carrément une nouvelle maison d'édition, elle a publié celui-ci qui est, il faut le dire, très beau au niveau de la couverture, la jaquette. Derrière il est écrit une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. C'est joliment écrit hein. J'ai le marque-page assorti parce que en fait je me le suis procuré sur Vinted étant donné que la façon dont c'était présenté, je crois qu'il est question de quelque chose de post-apocalyptique aussi. Je vais vous dire ça, je vais vous lire le résumé et c'est pas du tout mon style. Plus le côté poétique, j'y croyais pas trop, mais en voyant qu'il y avait autant de bons retours, j'ai été intriguée et j'ai pas pris beaucoup de risques hein. Donc voici la beauté du livre sous la jaquette. Vraiment les dorures c'est magnifique. J'adore. Trop chou la photo de l'autrice. Et donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, ça va être une surprise. Alors je voulais le résumer. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, ou Whitmore, ça doit être Whitmore, je sais pas, non peut-être Whitmore. Je m'excuse si je l'ai mal prononcé. La dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, Lytan Alcor. Tout juste élu conseiller, Lytan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia, et pour y parvenir, il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. Et oui, j'avais oublié qu'il était question de génie. Donc très intriguée par celui-ci. Et je pense que j'ai mal prononcé les noms, donc à nouveau je m'excuse. Mais voilà, un livre qui à la base ne me donnait pas envie. J'ai été séduite au fur et à mesure. Et si ça vous intéresse, sans compter les frais de port, je l'ai eu pour 13 € pour un défaut que vous avez sûrement pas remarqué. Qui est à peine visible, très minime. Donc je verrai bien ce que ça donne. Et le dernier que je vais vous montrer, celui-ci je l'ai pris pour 2 raisons. De 1, pour son extrême beauté, vraiment c'est l'un des plus beaux livres que j'ai. Je dis ça à chaque haul. De 2, parce que l'histoire me donnait énormément envie, c'est une sortie que j'attendais avec impatience, donc le voici. Il est pas trop beau, c'est La balade funèbre de Art et Merci, écrit par Megan Benen. Et c'est publié chez Milady. Mais regardez-moi la beauté de cette édition. La couverture est creusée, ouverte, trouée, comme vous voulez, pour révéler ce qu'il y a en dessous avec une citation de l'histoire. Tout ça en dorure, c'est sublime. On a un jaspage doré. Je trouve qu'en vrai c'était la meilleure option pour que ce soit assorti. C'est pas trop, c'est parfait. Et derrière ça ressemble à
ceci. Vraiment magnifique ce livre. Et donc on suit les personnages de Art et Mercy. Nous suivons le personnage de Art qui est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. Je ne sais encore une fois pas si ça se prononce comme ça. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. De son côté, Mercy n'a jamais un moment pour elle. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres. Au mépris d'abrutis comme Art, ça s'annonce bien s'il se fait insulter dès le résumé, je me demande ce que ça va donner. Puisque celui-ci semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Suite à une énième dispute avec Mercy, sur un coup de tête, Art écrit une lettre qui n'a pas de destinataire. Et à sa grande surprise, il reçoit une missive anonyme en réponse. La première d'un échange de plus en plus intime. Si seulement Art savait qu'il avait mis son âme à nu à la personne la plus exaspérante qui existe, Mercy, et tandis que les dangers qui menacent Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Mercy devient de plus en plus fort. Leur amour naissant survivra-t-il lorsqu'ils découvriront leur identité respective? Donc c'est tout à fait le genre de romance qui de base, sans qu'il y ait de contexte magique ou quoi, m'aurait totalement plu. Mais alors là, je l'attendais avec impatience. Je l'ai beaucoup vu revenir chez les anglophones. Bon, c'est pas forcément un gage d'appréciation. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais pour le coup, celui-là me dit carrément. Donc je suis très contente d'avoir pu me le procurer. Il ressemble à ceci au niveau du dos et là vous avez la 4e de couverture. Attention là, on est plus sur des lectures pour adultes. Je sais plus si je l'ai dit à chaque fois. J'ai totalement oublié. Comme c'est un haul, il y a des livres où je sais pas forcément en plus, avant de l'avoir lu, je peux pas trop vous recommander. Mais celui-ci, en plus c'est un Milady, pour moi ce sera plus pour un public averti. Voilà, super hypé. À voir ce que ça donne. En plus il est tellement beau, mais vraiment je suis trop fan. Et on va terminer la vidéo sur ce livre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!